6 février 2023, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire, Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, le point qui est à l'ordre du jour de toutes les municipalités qui ont choisi de le faire, c'est évidemment ce point de règlement où il faut accorder faire en fait un règlement spécial distinct pour chacune des zones de la municipalité pour régenter le droit ou le non-droit de louer sa maison de façon touristique. Et, chers auditeurs, ben, je me suis dit que ça vaudrait la peine de voir ce que ça donne. Allons voir ici avec un petit partage d'écran. Vous voyez là, pour Sainte-Catherine-de-Hatley, qui n'est pas une grande municipalité, eh bien, ça inclut, on le disait le mois dernier, 90 règlements. Le premier est ici et vous voyez ça pendant des pages et des pages et des pages. On a ce même règlement qui est répété, 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 avec simplement le petit changement ici à la fin, selon la zone P2, P3, 548, P4, 548, P5. Et c'est comme ça pendant des pages. C'est ahurissant. Du jamais vu, ni pour le maire, ni pour le directeur général. C'est bien ça? Oui. Exact. Alors, Monsieur Marin, vous me disiez en pré-entrevue que là, il y a cette liste-là qui est impressionnante, mais une fois qu'on imprime tout ça, c'est encore plus impressionnant parce que, évidemment, il y a souvent quelques feuilles par règlement et là, il faut mettre tout ça disponible à la population pour que les gens puissent aller le consulter. Oui, ce matin, je vais publier un avis public. L'avis public qui va permettre aux gens de connaître leur zone, le nombre de personnes qui est nécessaire pour refuser ce règlement-là. Donc, le règlement, si la personne vient signer le registre, c'est qu'elle accepte d'avoir de l'hébergement touristique dans la résidence principale. Si elle s'abstient, c'est que la réglementation va rester telle qu'elle et le règlement va passer. Et on va maintenir ici à Sainte-Catherine-d'Hatley, dans nos 90 zones, le refus de faire de l'hébergement touristique dans la résidence principale. Donc, ce matin, il va y avoir 90 avis publics et à chaque avis public, il va y avoir 90, une map personnalisée pour la zone et les zones contiguës parce que les zones contiguës, on doit venir voter pour la zone. Et ça va faire environ 180 pages qui vont être affichées dans nos endroits et qui vont être sur notre site web, dans les avis publics et en plus dans les nouvelles. Donc, on parle Alors, environ de 180 pages qu'il faut, en plus des 90 pages qu'on a déposées hier pour les règlements. Alors, quand on dit dans les endroits usuels, on parle évidemment de l'hôtel de ville, mais le fameux 180 pages va se retrouver au dépanneur du village. Oui. Et il y a aussi une mention, on ne mettra pas les 180 pages sur le mur de l'église, là, sur le Bon. babillard de l'église, mais il va y avoir là une mention de, bon, vous allez soit au dépanneur ou alors à l'hôtel de ville pour les consulter. Aussi disponible sur le web, évidemment, peut-être un peu plus facile à consulter sur Internet. Oui, oui, puis en même temps, on va être disponible parce que l'avis public avec, on mentionne que le 21 février, ça va être la journée de la signature de 9h à 9h. Mais entre-temps, tout citoyen peut appeler, se présenter. On peut y montrer la map générale, elle est disponible sur le site web, mais on peut y montrer où que ça retrouve parce que c'est vraiment pas facile pour un simple citoyen de savoir un dessin d'une zone, là on n'a pas l'ensemble de la municipalité, c'est pas facile de se retrouver. Donc, on est disponible, les gens à l'urbanisme sont disponibles pour aider les citoyens là, pour bien comprendre la réglementation. Donc, à partir du moment où les gens vous donnent, j'imagine, leur code postal, ben vous êtes à même de savoir dans quelle zone ils habitent Oui. exactement, là. Leur adresse, avec leur adresse, là, on leur donne. Mais il peut arriver qu'un terrain se retrouve dans trois zones. Donc, la personne peut aller voter dans les trois zones. Les zones ne sont pas vraiment déterminées selon les lignes de l'eau. Ah, intéressant. Donc, il faut vraiment faire les démarches adéquatement. Oui. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. Vous vous attendez à quoi au juste si pour le 21 février, là? Est-ce que vous vous attendez, est-ce qu'il y a à tout le moins une zone ou pas du tout de ce que vous entendez actuellement dans la municipalité? Est-ce que ça crée un intérêt, des remous ou si c'est en train de tomber lettre morte, tout ça, là? Je suis un peu surpris de voir qu'il n'y a pas d'intérêt du tout. Je ne m'attendais pas d'avoir beaucoup d'intérêt, mais je pensais que certains suivraient de plus près la démarche.
C'est pour ça qu'on tient beaucoup à donner l'information. Évidemment, si les gens sont satisfaits du zonage, de la façon que ça se passe près de chez eux, ils n'ont pas à se déplacer, on va rester ça de la même façon que c'est présentement. Il n'y a pas de changement. Mais pour ceux qui souhaitaient avoir de la location à court terme, mais eux devraient se déplacer. C'est ce côté-là, je me demande toujours, on essaie d'en donner le plus possible, de l'expliquer le plus largement possible. Je veux juste que ça soit très clair pour tout le monde. Mais non, j'ai aucun signal qu'il pourrait y avoir une vague de ce côté-là. Puis évidemment, quand on voit que notre municipalité voisine, qui est Magog, avec ses 490 zones, aucune des zones n'a eu le nombre de signatures nécessaires pour aller vers un référendum, ben je me dis, ça devrait se ressembler chez nous, mais après ça, on va attendre de voir le résultat. Important de dire que les signatures, encore une fois, on se répète, mais 21 février de 9h à 21h. On change de sujet, on s'en va faire un tour du côté de la préparation des plans et devis et les services pendant la construction. Alors, on prépare tranquillement les travaux qui vont avoir lieu cet été. C'est à la fois pour la reconstruction de la chaussée gravelée de la rue de la Rivière et les travaux de voirie de pavage du chemin Ayers-Cliff et rue des Sources. Donc, ce sont deux mandats distincts qu'on va donner à des ingénieurs et on n'ira pas en appel d'offres pour ça. Le montant n'est pas assez important, j'imagine. Oui, c'est ça. On le donne de gré à gré. Ça correspond à notre règlement sur les mandats donnés pour les services de ce côté-là. Donc, ça va être deux mandats là, pour préparer le plan de vie, pour par la suite aller en appel d'offres. Donc, c'est prévu à l'intérieur de ça en plus qui ont une possibilité de surveillance de chantier, mais on y va en première étape qui est la préparation des deux devis, là. On met les deux chemins qui vont refaire l'asphalte ensemble pour des économies d'échelle, de mobilisation et d'achat d'asphalte. Et est-ce qu'on sait déjà à quelle firme on va donner ce fameux mandat? Est-ce qu'on donne les deux mandats à la même firme, là? Comment est-ce qu'on prépare les Oui, choses? on a un plan de quinquennal ici qui a été fait par la firme EXP et on continue avec eux dans notre plan quinquennal qui était prévu là, durant 5 ans des travaux. C'est la firme EXP qui avait fait le plan quinquennal à l'époque, là, en 2020. Et est-ce qu'on a une idée des montants? Combien vont coûter là, la préparation des plans et devis? Oui, on parle environ, je pense que c'est 8 000 puis 10 000 environ. Là. Je pense que c'est 8. Je ne sais pas par cœur, mais c'est en bas de 10 000 les plans de vie, chaque. Dérogation mineure sur la rue sur la Grand Rue, pardon. Et donc, on veut installer, un citoyen voulait installer un bâtiment plus proche de sa maison. Et quand on regarde, bon, tout ça, on voit qu'il y avait des grands avantages et pour lui et pour les voisins et tout ça. Et voilà, peut-être M. Demers nous Oui. expliquer là, ce qui est la décision, pourquoi on a Oui. accepté. Dans les faits, c'est un bâtiment qui est déjà existant, que la personne veut reconstruire, puis aimerait le situer à même endroit. Le nouveau bâtiment sera un peu plus profond, qui s'éloigne de ses voisins de cette façon-là. Il ne se rapproche pas de personne. Puis que pour lui, pour sa ferme, c'était pratique là où il est situé au niveau de l'électricité, la proximité, puis de ne pas s'approcher ni d'un voisin, ni de la fosse à fumier. Là. Tu sais, on se dit, bon, ben, il situe un endroit qui est propice, qui a zéro impact avec les gens autour. Ça fait que c'est sur cette base-là. Évidemment, cette personne-là aurait pu garder le même bâtiment, le restaurer, puis dire, bon, ben, je continue à la même place. Bon, on fait, ben non. Si on comprend qu'il y a un nouveau bâtiment, celui-là est en train de s'affaisser, puis on permet de reconstruire au même endroit en donnant une certaine profondeur même au bâtiment. Demande d'utilisation pardon, à des fins autres qu'agricoles, une histoire de remblai sur un terrain qui est présenté, en tout cas par le citoyen, comme étant une zone humide là, qui a de la difficulté finalement à être exploitée. Et on voudrait remblayer tout ça à l'image du voisin, parce que ça a été fait par un voisin il y a un certain temps. Et là, le citoyen voudrait égaliser les terrains. Je lisais tous les considérants que, considérants que, considérants que. Ça me semblait bien positif. Et finalement, la demande est refusée. Pourquoi? Bien, là-dessus, c'est que le comité d'urbanisme à la base n'a pas été convaincu qu'on avait une plus-value pour l'agriculture dans ce dossier-là. On lisait certains considérants, puis il ne faut pas se cacher que de rajouter de la terre ou des produits qui viennent de l'extérieur d'une ferme
présentement, on va être bien sûr que ces produits-là sont vérifiés. On parlait de produits quand même de qualité A. On veut voir de quelle façon qu'ils sont suivis. On avait beaucoup de questionnements non répondus à l'intérieur de ça. Puis c'est sur cette base-là. Puis dans le fond, c'est un appui pour aller vers la CPDAQ parce qu'il y a aussi de ce côté-là, M. Marin, je pense qu'il y avait une étape à faire aussi, étant donné que c'est en zone agricole. Mais le comité d'urbanisme voulait savoir puis veut protéger ces terres agricoles pour être bien certain que de rajouter des produits à cet endroit-là, on est en train d'améliorer l'agriculture. La municipalité a baptisé le petit parc là, à l'arrière de l'ancienne caisse Desjardins. Si vous voulez, chers auditeurs, connaître le nom du parc en question, il faut attendre à la fin de l'entrevue. Mais on va maintenant parler de la semaine de la persévérance scolaire. La municipalité qui donne son appui. Monsieur Demers, il y a là-dedans plus qu'un appui simplement informel où on signe le papier. Je sentais en pré-entrevue chez vous vraiment comme une espèce d'élan du cœur finalement pour appuyer les jeunes qui sont à l'école actuellement. Mais je pense que chaque parent le voit présentement avec les enfants qui arrivent des fois à un certain niveau de secondaire ou en arrivant au cégep ou des fois à dire oups, est-ce qu'on continue nos études? On est dans une période où de se trouver un emploi, c'est facile, où ce qu'on peut quand même avoir des bons salaires rapidement. C'est ces moments-là où on a plus de besoin de convaincre nos jeunes de continuer, de persévérer au niveau scolaire parce que c'est la période où ce que ça fait la différence. Souvent, ces jeunes-là sont travaillants, sont vaillants. Il y a un outil qu'ils n'auront jamais de toute leur vie s'ils ne le font pas à ce moment-là. Très, très rare ceux qui réussissent. Puis bravo à ceux qui réussissent à retourner, à persévérer par la suite. Mais une fois que tu as décroché, de faire un retour à l'école, c'est énorme. Idéalement, il faudrait essayer de trouver la façon que nos jeunes puissent continuer à étudier dans une période aussi valorisée avec l'emploi disponible et les montants offerts. L'allocation aux élus pour acheter de la fourniture, des fournitures d'équipements informatiques vient de bondir de 25 %. Ça paraît énorme, mais on est passé de 200 à 250 dollars. Monsieur Marin, aujourd'hui, avec 250 dollars en informatique, on n'achète pas grand-chose. Alors, à quoi il sert ce 250 dollars-là? Donc, 200, on est passé de 200 à 250 dollars. Il faudrait faire une remarque avec depuis 2014 qu'on donnait 200 dollars par année. Donc, un mandat de 4 ans, ça représentait environ 800 dollars. À 800 dollars, tu pouvais t'acheter un portable. Et on sait que maintenant, quasiment 10 ans plus tard, ben il fallait upgrader la location parce qu'on fournit aucun papier aux élus. Tous les élus reçoivent par courriel. Donc, il y a aucun. Donc, on demande aux élus d'avoir un équipement informatique. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'upgrader à 250, qui fait 1 000 dollars pour les 4 ans de leur mandat. Donc, on leur donne pas au début. C'est eux autres qui financent leur équipement informatique. Parfait. Donc, il est donné à la pièce 250 dollars par année sur présentation de facture ou autre pour un total de 1000 dollars sur Non, 4 il n'y a ans. pas de présentation de facture. Ils sont à chaque séance ou à chaque atelier avec leur portable qui s'est acheté avant ou après. Il espérait qu'on demande qu'il y ait un équipement informatique. Donc, c'est une allocation là, qu'on donne là, qui est parfaitement raisonnable là, compte tenu d'acheter un ordinateur avec les logiciels. On passe 1 000 dollars par année. Puis, dans le fond, ce qu'on fait avec ce montant-là, évidemment, on a des gens qui ont des portables qui valent 1 500, 2 000 dollars. D'autres réussissent à 6, peut-être 800 dollars à trouver aussi quelque chose qui peut être fonctionnel. Mais ça nous permet de ne pas donner des tâches supplémentaires à notre personnel. S'ils brisent, s'il n'est pas adéquat, s'ils sont pas, la responsabilité est à l'élu. Ça fait qu'au début, on avait pensé dire on va acheter des ordi vu qu'on leur demande ça, mais on aurait eu toute une gestion à faire, puis de quelqu'un quitte ou quoi que ce soit, ben, on le fait, puis on le fait par année. De cette façon-là, je pense qu'on gère mieux les données publiques que d'essayer de fournir puis de rendre les services informatiques à chacun dès qu'il y aurait une problématique avec ses appareils. En conclusion, M. Demers, je vais vous laisser le plaisir de dévoiler le nom du parc à l'arrière de l'ancienne caisse Desjardins. C'est Place du Marché. Évidemment, c'est là où est le marché, mais on est en face aussi du dépanneur, c'est le stationnement. C'est le lieu qui est vraiment central pour la municipalité. On s'est dit, bon, ben, ça ne sera pas compliqué ce côté-là. Déjà,
On a des vitraux qui sont en train de se travailler pour que ce nom-là, pour que ce lieu-là soit encore plus embelli. C'est l'endroit où on a mis les gazebos l'année passée, qu'on continue à aménager puis à rendre plus agréable. Oui, pour le marché, mais pour tout le monde qui veut l'utiliser en tout temps, c'est disponible. C'est là pour fraterniser, faire des pique-niques, se voir en famille ou entre amis. Et voilà, chers auditeurs, qui met fin à cette entrevue pour le suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le mois de février 2023. Je vous invite, comme toujours, à faire circuler l'entrevue dans vos réseaux, sur Facebook, Twitter, autres réseaux sociaux. Je vous invite aussi sur la page YouTube, tout juste en dessous de l'entrevue. Si vous avez des questions, des réactions, des commentaires, vous pouvez les laisser. Et le mois suivant, il y a toujours moyen pour moi de faire un suivi avec M. Demers, avec M. Marin, dans ce cadre-là. Alors, n'hésitez pas à interagir et à poser vos questions à travers au microphone. C'est un des objectifs finalement visés par ces entrevues. Au microphone, Rémi Perra.